nous sommes très fiers, une fois de plus, dans cette émission, préparer le futur africain afin d'éviter les débats du passé. Nous sommes très fiers de faire des débats économiques, des débats scientifiques, des débats sociaux. Aujourd'hui, nous ferons un débat presque politique, bien que ce ne soit pas le but de l'émission. De temps en temps, il faut faire des débats politiques. Nous recevons pratiquement un opposant qui a fait ses preuves en République démocratique du Congo, qui a été plusieurs fois candidat à la présidence de la République démocratique du Congo, qui est un très grand humaniste, un très grand médecin, qui a fait ses preuves ici. Il est médecin urgentiste et toujours prêt pour le combat afin que la République démocratique du Congo se relève de la situation actuelle. Nous recevons le docteur Moupapa Kibaldi, qui est ce que j'appelle un avenir dans l'opposition de la République démocratique du Congo. Docteur, nous sommes fiers de vous saluer. Laetitia et moi, nous vous saluons. Merci beaucoup, Monsieur les doyens Camara. Merci, Madame Laetitia. C'est toujours avec un grand plaisir que je viens répondre à votre invitation pour parler du Congo, de la République démocratique du Congo et pour parler de l'avenir de l'Afrique et du futur de l'Afrique. Alors, voilà, je suis très première question, docteur. Joseph Kabila, maintenant, est avec les gens de Goma. Et il est poursuivi par la justice militaire en disant qu'il est de connivence avec ceux qui tuent le peuple de la République démocratique du Congo. Est-ce que toutes ces accusations sont fondées ou pas? Oui, bien évidemment, ces accusations, aujourd'hui, personne ne peut remettre en cause, puisque il a levé les doutes. Lui-même a levé les doutes. Les 25, vous vous rappellerez, les 25 mai, il a prononcé un discours qui rappelle un peu comme s'il était encore candidat à l'élection présidentielle, ou alors s'il avait encore une solution à la crise congolaise qu'il lui-même avait créée en 2018. Donc cette crise remonte de la fraude électorale et les deals à l'africaine, comme on avait dit les Drian ici en France, que c'était des arrangements à l'africaine. Donc, c'est-à-dire que les Congolais, à chaque fois que les Congolais veulent trouver une solution interne, il y a toujours quelqu'un ou un élément qui vient casser ces rythmes pour que nous puissions toujours aller d'une crise à l'autre, et ainsi de suite. Aujourd'hui, personne ne peut nier la participation ou le financement et même la direction de cette soi-disant rébellion de M23. Puisque vous vous souviendrez très bien que le M23 a été créé le 23 mars 2012. Alors, d'abord, c'était les CNDP de Nkunda Batware en 2009 qui s'est rébellé. Alors, si vous lisez bien les livres du chercheur Charles Onana, donc Nkunda Batware, après la conférence qu'on a appelée les dialogues intercongolais, donc ces dialogues-là, en fait, c'était un dialogue après la deuxième guerre du Congo. Le Congo a connu 5 agressions. Aujourd'hui, c'est la 5e agression. Toujours avec le même conglomérat de Rwandais d'origine et qui revendique la nationalité congolaise. Alors, qu'est-ce qui se passe?
c'est que depuis les années de la colonisation, vous savez que quand l'Allemagne a perdu la Première Guerre mondiale, donc je dois rappeler un peu l'histoire pour que les gens comprennent un peu la crise congolaise, puisque les gens ne comprennent pas comment on parle de Congolais d'origine rwandaise ou de Rwando-Congolais et tout ça, comment c'est arrivé en fait. Donc, quand on a balkanisé l'Afrique en 1885 par la conférence de Berlin, c'est-à-dire qu'on nous a séparés avec ce qu'on a appelé l'Angola aujourd'hui, le Congo-Brazzaville, les Gabon et le Congo-Kinshasa, et tout ça, c'était le royaume Congo. Alors, on l'a balkanisé. Donc, aujourd'hui, un Angolais ne se considère pas comme un Congolais. Or, il est ressortissant du royaume Congo. Donc, c'est un Congolais. Le Congolais de Brazzaville va dire non, moi je ne suis pas Congolais de Kinshasa. Or, c'est un Congolais. Alors, donc, du côté, après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a perdu et les Belges qui ont utilisé le Congolais pour faire la guerre aux colonies, aux anciennes colonies allemandes, donc, entre autres, les Rwanda, les Burundi et même la Tanzanie, ça c'était des colonies allemandes en 1885. De 1885 jusqu'à 1918, ils ont perdu la guerre. Et le militaire congolais de la force publique sont allés faire la guerre pour chasser les Allemands de ces anciennes colonies. Alors, comme ils avaient gagné des guerres, à Sosa, vous allez entendre beaucoup des avenues à Kinshasa portent les noms de Sayo, tout ça. Ça, c'est des victoires de l'armée congolaise qui était dirigée par les Belges. Alors, après la chute justement de l'Allemagne, donc le français et les Anglais se sont partagés en fait les colonies, comme le Ghana, le Cameroun et tout ça. Donc, c'était des colonies allemandes. Et au Congo, donc, ni la France ni l'Angleterre ne s'intéressaient du Rwanda ou du Burundi. On dit non, on donne ça aux Belges. Voilà. Donc, à ce moment-là, les Belges, le Congo n'était plus la propriété du roi Léopold II jusqu'en 1909. Et donc, le Congo était devenu une colonie belge. Alors, donc, on a cédé les Rwandais et les Burundi aux Belges. Et comme les Belges avaient déjà les grands morceaux, donc le Congo, et donc la Belgique a considéré les Rwandais et les Burundi comme des territoires, comme des provinces du Congo. OK? Et là, et comme il y avait beaucoup de boulot de mines au Congo, mines de cobalt, mines de diamants, de l'or, surtout du cuivre, ils avaient besoin de la main-d'œuvre. D'où ils ont pris dans ces colonies qu'on leur avait données des gens qu'ils ont amenés au Congo pour travailler. Voilà. Alors, mais malheureusement, pendant que, en 1960, au lieu de garder, de laisser, de donner l'indépendance au Congo, Rwanda, Urundi, puisqu'on appelait ça comme ça, Congo, Rwanda, Urundi, ils ont en fait donné l'indépendance sans récupérer les travailleurs rwandais et les travailleurs burundais qui travaillaient au Congo. Et ça, il faut encore rappeler qu'il y a eu la révolte des Hutus puisqu'ils étaient matés par les Tutsis pendant la colonisation et les Hutus avaient fui en masse au Congo. Mais quand ils se sont rébellés, cette fois-là, ce sont les Tutsis qui ont fui au Congo. Alors donc, nous, au Congo, on se retrouve avec des ethnies. Ce ne sont pas des ethnies puisqu'ils parlent tous la même langue, les Kinyarwanda. Donc, il n'y a pas une langue qui s'appelle Tutsi et il n'y a pas une langue qui s'appelle Hutu. Alors, donc, ces problèmes-là est très important à savoir.
Si nous ne savons pas tout ça, si le problème du Congo ne sera pas résolu. Il faut vraiment dépassionner les débats pour comprendre ce qui se passe dans cette région de l'Est. Alors, mais ça c'est entre nous, Africains déjà. Mais si entre nous, on ne se comprend pas et on ne sait pas dire la vérité, que voilà, à telle époque, il y a eu tel problème, comment le résoudre maintenant? Donc, les gens passent toujours, trouvent des solutions superficielles et ne dépassionnent pas les débats. Voyez? Donc, c'est pourquoi on revient toujours à la case du départ. Alors, docteur, avec des gens qui se retrouvent, qui se croient être exclus, puisqu'ils sont devenus maintenant ni Congolais, ni Rwandais, et ils se disent Congolais, puisque ils sont au Congo depuis l'époque belge. Voyez? Donc, et il n'y a pas eu un vrai travail d'identification pour savoir ces messieurs qui est d'origine rwandaise, mais qui est au Congo depuis telle année, a eu des enfants et tout ça. Est-ce qu'il a demandé la nationalité congolaise? Ça, on n'a jamais fait ces statistiques et on n'a jamais fait, en fait, des recensements pour savoir aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a combien de ressortissants rwandais qui sont, en fait, qui vivent au Congo depuis telle année. Donc, aujourd'hui, un Rwandais qui prend les armes, comme avec les M23, il fait la guerre aujourd'hui là, et il va revendiquer la nationalité congolaise. Alors, donc, c'est ça le problème. Est-ce que, pour avoir compris justement l'histoire de votre pays, Martin Fayulu a choisi de tendre la main à Tshisekedi. Maintenant, je crois qu'ils sont devenus ce que j'appelle des gens qui vont travailler ensemble pour que la situation de guerre cesse. Est-ce que Martin Fayulu, en rejoignant le camp de Tshisekedi, est un porteur d'espoir et un porteur de changement de la situation? Martin Fayulu. Voilà, c'est une question pertinente. Mais d'abord, je vais répondre à la première question. Pour Kabila, d'abord, c'est Kabila qui a créé d'abord ce qu'on appelait l'alliance FCC-Cash. FCC-Cash, c'est ces deals qu'ils allaient gouverner ensemble avec Tshisekedi. Dans les Cash, c'était le parti de Kamere et les partis politiques de Tshisekedi, l'IDPS. Ils ont formé ce qu'on appelait Cash. Alors, Kabila avait un grand ensemble dans une coalition qu'on appelait FCC. Alors, quand ils ont dirigé pendant 2 ans, et Tshisekedi a compris que Kabila lui mettait des bâtons dans le roue, d'où il a fait, donc il a rebattu les cartes en prenant le député de Kabila qui était dans les FCC et les a transfigés donc, dans ce qu'on appelait l'union sacrée. Et tout a commencé là, effectivement, et le M23 qui ressurgit aujourd'hui était en fait une création de Kundaba Touareg, puisque après cet accord qui était supervisé par le président Olusegun Obasanjo, donc c'est lui qui a fait signer à Kabila. Le M23 en réalité, c'est une rébellion contre le système Kabila. Alors, il est incompréhensible qu'aujourd'hui, Kabila se retrouve dans les camps de M23 qu'il a combattu. Donc, en réalité, on nous prend pour des cons. Donc, c'est lui qui jouait le jeu, puisqu'il nomme Kundaba Touareg, qui était un sergent, simple sergent, à un général, et qui va prendre la direction d'un mouvement rebelle. Ils ont fait beaucoup de morts et au Congo, et effectivement, donc ces mouvements, quand ils ont trouvé la solution avec un accord devant Olusegun Obasanjo, donc, et ça, Kabila n'a pas respecté les clauses. C'est pourquoi ils ont créé les M23. Alors vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, le même Kabila qui a combattu, soi-disant, le M23, se retrouve à Goma et après des massacres
et des génocides de paisibles Congolais à Goma. Et lui, il se retrouve là-bas en passant par les pays agresseurs qui est le Rwanda. Donc, il est pris en charge alors que Kabila, lui, normalement, en tant qu'un ancien président, est régi par une loi. Cette loi fondamentale des chefs d'État, il devrait avoir 4 devoirs. Un devoir de réserve, un devoir de fidélité aux institutions, un devoir de loyauté et un devoir de patriotisme. Ouais. Et comment il se retrouve dans les camps rebelles. Donc ça, c'est une haute trahison. Donc c'est Kabila, effectivement, qui a financé cette rébellion et qui est derrière Nanga, puisque Nanga, c'est un simple pasteur qui n'a pas d'argent, qui était un président de la commission électorale qu'il lui-même avait désigné. Et comment il peut avoir une armée aujourd'hui et tuer des gens à Goma? Non, c'est pas possible. Alors, deuxième question, par rapport à Fayoulou. Donc, je vais dire ceci. Fayoulou, quand Tshisekedi a commencé à dire qu'il allait changer la constitution, Fayoulou s'est lié à Kabila et au camp de Kabila pour dire, bon, maintenant, c'est le front populaire pour combattre justement ces idées, ces velléités de Tshisekedi de se maintenir au troisième, pour faire un troisième mandat. Et là, il les retrouvait. Donc, ils étaient ensemble. Mais tout d'un coup, en fait, là, les choses changent. Kabila se retrouve dans les camps le pays est divisé en deux, puisqu'aujourd'hui, je vous parle, le M23 et les Kabila contrôlent un territoire qui fait 8 fois la Belgique. Et avec beaucoup de minéraux, donc les minéraux de Rubaya. Donc, ils financent la guerre et les usines au Rwanda tournent en plein régime. Donc, vous voyez, c'est un pillage et le pays est scindé en deux. C'est-à-dire, l'ancien président se retrouve maintenant président du côté de l'Est et on parle même plus de Nanga. Voilà. Et donc, dans ces conditions-là, Fayoulou se retrouve encore au dépourvu. Il ne sait pas où aller. D'où il dit, moi, j'ai choisi maintenant ce qu'il a appelé les camps de la patrie. Alors, donc, il va embrasser Tshisekedi. Voilà, on en est là. Mais justement, avec tout ce que vous venez d'annoncer, vous avez très pertinemment dit qu'il y a des lois, il y a des règles. Ouais. Aujourd'hui, que fait le président actuel pour pouvoir les contraster? Parce que cette histoire, elle est avérée. Je pense que d'autres personnes la mettent en lumière. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est acté pour pouvoir concrètement pallier à ce qu'on est en train de voir devant nos yeux? En fait, la situation est un peu ambiguë. Dans ce sens qu'il y a eu une petite accalmie. Pourquoi? Puisque les États-Unis se sont mêlés. Donc, les États-Unis se sont mêlés. Pourquoi? Puisque à Walikale, il y a en fait des mines. Ces mines de l'étain étaient des mines exploitées par une société américaine, Alpha Mining. Alors, quand ils voulaient prendre Kisangani, ils devraient passer par Walikale et prendre ça. Et les Américains ont dit, niet, vous ne passez pas, vous remettez tout ça, puisque cette société était fermée. Et tout d'un coup, ils se sont retirés. Mais justement, c'est voilà. pas là où il y a Donc, un côté assez alarmant, c'est où du on n'importe voit quoi. qu'en peu de temps, il est possible que des troupes se retirent pour le bien économique de sociétés qui sont externes au pays. Ouais. Quand on montre ça ouvertement au peuple, quand on montre ça ouvertement à la scène internationale aujourd'hui, avec tous les conflits qu'on est en train de voir, on parle beaucoup sur d'autres territoires, on n'ira pas peut-être plus en profondeur, mais là, concrètement, c'est pour ça que je reparle du président, parce que on nous montre clairement qu'il est possible de faire des choses quand ça sert l'intérêt, on va dire, de grande public puissance ou d'autres territoires. Oui. Donc, comment se fait-il que pour son propre territoire aujourd'hui, on en soit à ce constat-là? Voilà, le problème, c'est le manque de volonté politique et le manque de patriotisme. Kabila n'est pas un patriote. Il n'est pas un panafricain.
Kabila veut le pouvoir pour le pouvoir. Il ne veut pas lâcher. Donc, c'est pourquoi il avait nommé Tshisekedi. Il lui a donné le pouvoir alors qu'il venait en 3e position en 2018. Et il lui fait signer des accords. Et ces accords avaient 3 articles. Le premier article, c'était qu'il n'allait pas toucher Kabila pour les crimes de sang et les crimes économiques. Ni Kabila, ni sa famille biologique, ni sa famille politique. N'allait toucher à personne. Et c'est pourquoi au début, vous aviez vu que Tshisekedi parlait de ne pas fouiner dans le passé. C'était par rapport à cet accord. Il dit, c'est pas mon rôle d'aller fouiner. C'était pour respecter cet accord. Deuxièmement, il lui était interdit de nommer de personnalités ou des responsables du pays sans concertation avec Kabila. Ça, c'est le 2e article. 3e article, c'était justement le 2e mandat. Il lui était interdit de faire un 2e mandat. Il allait faire seulement 5 ans. Mais ces accords... Et laisser le pouvoir à Kabila qui allait choisir un autre dauphin. Mais ces accords-là, ils ont été signés sous quelle constitution? Parce qu'il y a quand même il y a quand même des... Parce qu'au Congo, il y a quand même un Sénat. On dit qu'il y a quand même une organisation aussi juridique. Exactement. Donc là, vous nous annoncez des... Et c'est ça l'aberration. Ouais. Mais du coup, ils ont été signés sous l'égide de quelle juridiction? Sous l'égide de quel droit? Et donc, dans ce cas-là... Ouais. Il est quand même Madame Laetitia, voilà, justement, c'est pourquoi on a parlé des arrangements à l'africaine. Les arrangements à l'africaine, c'est-à-dire vous en passez de la Constitution et vous faites votre soupe, puisque c'était la loi de la force. Kabila a tué beaucoup de gens. Il y a des fosses communes autour de Kinshasa. Il y a eu beaucoup de répressions sanguinaires. Donc, même les églises catholiques ont été profanées et tués. Il y a eu des gens qui étaient tués dans des églises, puisque de 2015 jusqu'en 2018, il y a eu que de massacres. Que de massacres. Alors, donc, Kabila ne voulait pas lâcher le pouvoir, et comme il a commis beaucoup de bavures, il a commis beaucoup de crimes de sang, beaucoup de crimes économiques, donc il fallait trouver quelqu'un qui allait trouver quelqu'un donc qui allait le sécuriser. Alors, c'est pourquoi ils sont allés faire cet arrangement particulier en signant un deal qui est contre nature, un deal qui est contre et anticonstitutionnel. Oui, mais justement, donc, c'est ça, justement. Quand on a tous ces éléments qui nous sont mis en avant, oui. Lorsqu'on a les scènes internationales, puisque là, aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de dire, c'est que la scène internationale est venue intervenir pour pouvoir faire barrage. N'est-il pas possible justement de prendre pour exemple ce qui vient de se passer pour pouvoir contester? Et si c'est possible, c'est le rôle de qui? Parce que vous me dites que là, le président est est contraint par rapport à ça. Mais du coup, n'y a-t-il pas d'autres instances qui peuvent faire appel pour pouvoir intervenir? Oui, mais le problème, c'est que pourquoi on ne trouve pas de solution? Pourquoi ça piétine? Ça piétine puisque même l'Union européenne, l'Union africaine est intervenue pour nommer le président de l'Angola comme médiateur. Donc, les accords donc le processus de Luanda. Donc, vous avez entendu parler du processus de Luanda. Mais après ça, il y a eu, en fait, un couac, c'est-à-dire les 2 présidents de pays qui se battaient, donc, c'est-à-dire les Rwandais qui nous attaquent avec les militaires rwandais et qu'on fait passer pour des militaires de M23. Donc, ils sont allés à Doha, tous les 2, alors qu'on les attendait en Angola. Donc, et là, ils trouvent même pas de solution, mais il y a quand même un cessez-le-feu, soi-disant. Mais entre-temps, il y a la guerre qui continue et des rafles continuent à Goma, à Bukavu, on tue les gens. Alors, donc par rapport à votre question
Donc, concernant justement l'intervention maintenant de la communauté internationale, surtout les États-Unis. Sous l'égide des États-Unis, on a vu les ministres des Affaires étrangères congolais, Madame Wagner, qui est allée aux États-Unis avec les ministres des Affaires étrangères rwandais. Ils sont allés aux États-Unis signer un protocole d'accord, un accord de principe. Donc, c'est-à-dire que on ne va plus, les Rwandais ne vont plus attaquer les Congo et tout, mais derrière, il y a un accord qu'on attend sur les terres rares du Congo que l'administration Trump veut avoir, proposé par Tshisekedi en revanche par rapport à la sécurité. Donc, c'est-à-dire que c'est un deal que Tshisekedi, le gouvernement Tshisekedi, veut faire avec les Américains pour protéger justement les mines du Congo. Voilà. Bon. Mais là, effectivement, les Américains ne veulent pas signer directement avec Tshisekedi. Ils veulent toujours qu'il y ait un intermédiaire, que les Rwandais soient là. Mais on dit pourquoi les Rwandais? Alors que nous sommes en guerre contre le Rwanda. Pourquoi les Rwandais doivent être là comme co-signataires de ces accords? Alors que nous savons que si on est avec les Américains, qu'ils nous donnent des armes, à 120 millions d'habitants, nous allons repousser les Rwandais. Et donc mais pourquoi seulement les Rwandais doivent être là? Bon. Mais pourquoi les États-Unis? Alors, est-ce que dans la situation actuelle, Joseph Kabila est dans le rôle de Moïse Tshombe? Vous savez que Moïse Tshombe avait fait la sécession à l'époque, ouais, quand il s'agissait de prendre les matières premières de Katanga. Est-ce que on peut dire que Joseph Kabila peut aller jusqu'à la guerre de sécession, c'est-à-dire balkaniser une fois de plus la République démocratique du Congo? La situation n'est pas mutatis mutandis. C'est-à-dire, c'est pas la même situation aujourd'hui. À l'époque, Tshombe avait bénéficié de la complicité de la Belgique, puisque la Belgique ne voulait pas perdre les mines du Katanga. Alors, c'est pourquoi ils ont poussé Moïse à faire la sécession, puisqu'ils étaient contre Lumumba, qui les avait chassés. Alors, et là, la situation actuelle est différente. Dans quel sens? Dans ce sens que là où est Kabila aujourd'hui, à Goma, il y a des Congolais nationalistes qu'on appelle les Wazalendo, qui sont en fait comme les volontaires, hein, les VDP du Burkina Faso. Eux, vraiment, pour eux, c'est les Congo unis, forts et prospères. Donc, ils ne peuvent pas collaborer avec Kabila. Donc, Kabila ne pourra pas faire une sécession avec une population hostile. Voilà. Donc, pour lui, c'est pas possible. Il pourra pas. Il peut même utiliser l'argent. Il voulait même les corrompre. Il a donné l'argent à Fizi, Uvira, tout ça. Ils ont, je pense, ils ont refusé. Donc, il a du mal à maîtriser déjà les Kivu. Il pourra pas. Voilà. On arrive vers la fin de ce débat. Il faudrait que les Américains qui ont interdit aux ressortissants de la République démocratique du Congo d'aller aux États-Unis. Comment vous pouvez expliquer ça? Comment les Américains peuvent coopérer d'une façon ou d'une autre avec Tshisekedi, et puis du jour au lendemain, les Congolais n'ont plus le droit de venir à la République démocratique aux États-Unis. Mais j'espère que vous qui êtes de l'opposition, vous allez dire, à mon avis, si les Américains ne veulent pas qu'on aille chez eux, les Américains ne viendront plus en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Puisqu'ils ne veulent pas de vous. Et ils n'ont pas le droit de prendre les matières premières. C'est très ambigu, c'est très contradictoire. Vous voyez, c'est-à-dire, si vous suivez bien la politique américaine aujourd'hui, il y a des pays qui sont cités, qui sont rouges. Et quand vous voyez les pays marqués en rouge, le Congo n'est pas en rouge. Alors, donc, c'est-à-dire que logiquement,
les Congolais, l'actuelle administration est contre les musulmans. Le Congo est à 95% chrétien. Ouais. Voilà. Alors, donc, il n'y a pas eu de voleurs ou de brigands congolais arrêtés aux États-Unis. Donc, jusque-là, il n'y a pas un précédent. Mais c'est une histoire qui concerne toute l'Afrique. Ça ne concerne pas spécifiquement le Congo. Alors, et aujourd'hui, les États-Unis ont besoin des matières premières congolaises. Hein, puisque le Congo, comme les gens disent, c'est un pays solution dans tous les cas. Que ce soit sur le plan numérique, que ce soit sur le plan environnemental, hein, et même du réchauffement de la planète. Ça, vous savez très bien, avec des tourbières, c'est le Congo qui absorbe les CO2 hein, et qui libère en fait l'oxygène, qui purifie le monde. C'est le deuxième poumon après l'Amazonie. C'est le bassin du Congo. Donc, tout le monde a besoin du Congo et de la forêt congolaise. Donc, les États-Unis ne peuvent pas aujourd'hui s'en passer. C'est pourquoi ils veulent revenir. Ils étaient partis. Et comme la nature a horreur du vide, donc les Chinois sont venus. Mais ils ne sont pas meilleurs puisqu'ils ont fait des deals avec Kabila en 2009. Aujourd'hui, il n'y a ni, avec les 5 chantiers, donc aujourd'hui, il n'y a ni autoroute au Congo, aucune autoroute, aucune nouvelle université, alors qu'ils ont donné environ 6 à 9 milliards à Kabila. Et donc, où est-ce qu'il a mis cet vous, argent? en tant que représentant de l'opposition, si là, demain, vous êtes élu, quelles seraient vraiment les dispositions, les mises à disposition que vous ferez concrètement pour pallier à tout ce que vous venez de dire comme dysfonctionnement? C'est-à-dire que j'ai étudié les problèmes congolais vraiment en profondeur. Il y a des causes internes que je dois régler très rapidement, même en 100 jours. Je peux régler ces problèmes. Il y a problème d'identité. C'est le seul pays où le peuple est sans papier. Sans papier, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de carte d'identité. Un Congolais, depuis 1985, n'a plus de papier. Vous pouvez vivre au Congo sans avoir une carte de résident ni carte d'identité nationale. Donc ça, il faut les résoudre. Et deuxièmement, donc aller au plus vite. Le peuple a faim, le peuple est mal, n'a pas de traitement, le peuple cherche le minimum vital, c'est-à-dire l'électricité, l'eau, à manger, envoyer les enfants à l'école et la santé. Donc, si vous résolvez ces problèmes-là, qui est facile à résoudre, puisque le Congo a plus de 100 millions d'hectares de terres arables, il suffit de commander plus de 10 000 tracteurs. Vous donnez à des coopératives des paysans, vous avez résolu le problème de la souveraineté alimentaire. C'est très facile, c'est un grenier du Congo. Et nous ne savons pas, puisque nous étions premiers producteurs avec les Belges dans beaucoup de domaines, que ce soit dans les domaines miniers, que ce soit dans les domaines agro-industriels. Ça, nous pouvons le faire. Mais ce qui manque, c'est le programme. Les gens qui arrivent au pouvoir depuis Mobutu n'ont pas de programme. Ils arrivent, ils n'ont pas de vision, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Kabila, jusqu'aujourd'hui, est rentré encore étudier après 18 ans de pouvoir. Il est allé étudier. Vous vous rendez compte? Et comme nous arrivons à la fin de l'émission, quel serait le dernier point que vous pourrez apporter justement? Donc, moi, j'ai dit ceci pour conclure, que personnellement, mon mouvement qui s'appelle FEDER, donc Rassemblement, donc c'est en fait, pour moi, FEDER rassemble tout le monde. C'est une fédération des républicains et des démocrates congolais. C'est-à-dire, je prendrai de bons éléments qui ont des idées libérales et des idées sociales et les mettre ensemble
et pour le bien-être du peuple congolais. D'abord, il faut pacifier les pays. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut créer le climat d'affaires. Et dès que nous avons ça, avec une bonne gouvernance, je vous jure que les investisseurs vont se précipiter au portillon du Congo pour demander des visas et venir investir au Congo. Puisqu'il fera beau vivre et le Congo, c'est un paradis. Parfait. Merci. En tout cas, la République démocratique du Congo est en marche avec le docteur Moupapa qui a un grand programme. Il l'a déjà écrit. J'ai eu même quelques livres sur ce que vous voulez faire pour la République démocratique du Congo. Nous pensons que vous tendrez bien sûr la main à Fayulu, parce que vous n'allez pas gouverner tout seul. Donc Fayulu, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas compromis dans ce que j'appelle la magouille politico-financière. Ensuite, les lumumbistes, vous leur tendrez la main. Je pense que les lumumbistes ne sont pas des gens corrompus et qui sont prêts à faire du Congo un pays prospère. Donc, c'est sur ces mots à la fois d'optimisme, de sagesse et de volonté de voir la République démocratique du Congo se relever de ses ruines actuelles que nous saluons votre présence et votre prestation en disant à très bientôt, docteur.